Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Changer la norme. Je suis Flavie Després, j'ai fondé il y a quelques années Care News, le média des acteurs de l'engagement. C'est un média web qui œuvre quotidiennement à vous délivrer de l'information et l'actualité du mécénat, de l'engagement sociétal et citoyen et de l'économie sociale et solidaire. Il y a 2 ans est née l'idée de Changer la norme, le podcast qui parle, sans langue de bois si possible, aux entrepreneurs qui œuvrent à résoudre les maux de notre société et à un demain meilleur. Au-delà de l'inspiration qui les anime, ce podcast les interroge sur leur modèle économique, sur leurs joies, leurs difficultés, sur les montagnes structurelles ou administratives qu'ils soulèvent et sur l'entrepreneuriat à impact. Parce que pour changer la norme, il faut sortir des discours bienveillants et creuser un peu les rouages de l'engagement et de l'économie. Mon invitée d'aujourd'hui est une ancienne journaliste, passée par la communication et désormais entrepreneur social se revendiquant de la tech for good. Je tenais vraiment à l'inviter, et pas uniquement parce que nous avons des similitudes. Elle a la parole franche et s'est réjouie quand je l'ai prévenue qu'on allait aussi, voire surtout, parler de chiffres, ça partait bien. Hortense Aran est la cofondatrice de Fleur d'Ici. Fleur d'Ici, c'est une entreprise à mission au service de la sauvegarde de l'horticulture française en permettant aux petits producteurs de vendre à juste prix. Elle soutient aussi le commerce local en apportant des commandes supplémentaires aux fleuristes. Mais vous allez découvrir que Fleur d'Ici, c'est bien plus, grâce à une utilisation de la tech qui souhaite asseoir et amplifier les circuits courts. Et Hortense, entrepreneur social de l'année du prix Boston Consulting Group, n'a ni sa langue ni son énergie dans sa poche. Avec elle, nous allons parler de Fleur d'Ici, de commerce raisonné et d'entrepreneuriat impact. Bonjour Hortense. Bonjour Flavie. Tu vas bien? Très bien, et toi? Eh ben écoute, je vais bien. Je suis très contente de reprendre Changer la norme après les conditions bizarres qu'on a eues, puis la petite pause estivale. Et donc on commence sur une belle note avec toi, donc je suis très contente. Merci. Hortense, tu connais les règles du jeu, on a 20-25 minutes pour évoquer assez rapidement ton parcours. Ensuite, on va beaucoup parler chiffres, on va essayer de parler chiffres et après on va parler un peu d'économie sociale et solidaire. Hortense, si je veux t'énerver, je pense que je peux dire que tu es fleuriste. Absolument. Tu peux faire ça. C'est mon truc préféré, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hortense est une ancienne journaliste. Je crois que c'est la première ancienne journaliste. Et on a tous un travers où on refait tous les titres de nos confrères. Et je sais que Hortense n'aime pas. Mais cela dit, entre autres, tu vends des fleurs. Absolument. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas que ça. Je sais. Tu vas tout nous raconter. Donc toi, tu as une reconversion qui est assez récente. Ouais, ça fait 5 ans. Voilà. Donc avant, journalisme et com. Exact. Si j'ai tout bon. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment tu t'es retrouvée dans le projet Fleur d'Ici? Est-ce que c'est l'association? Est-ce que c'est les fleurs? Est-ce que c'est l'envie d'entreprendre? En fait, je pense que tu disais juste avant que j'étais journaliste. J'étais pas journaliste pour n'importe qui puisque j'étais journaliste pour la BBC. Donc la BBC, ils ont un rôle très important à l'échelle mondiale qui est celui d'informer la population mondiale pour leur donner les meilleurs outils de décision, d'information, etc. Et donc il y a vraiment cette idée d'intérêt général. Et donc je pense que dans tout ce que j'ai fait à travers des biais différents, que ce soit être journaliste, faire du conseil, aujourd'hui à travers le biais de l'entreprise, j'ai aussi eu un bref passage par la politique. Je pense que c'est d'une certaine façon d'être au service de l'intérêt général. Donc ça, c'est juste pour redire un peu le fil rouge à travers un parcours avec pas mal de changements. En ce qui concerne Fleur d'Ici, comme tu viens de le dire, je m'appelle Hortense. Hortense, ça vient du latin hortus, qui veut dire jardin. Donc, en fait, si tu crois à ce que dit Lacan, deviens qui tu es, tout ça, je pense que j'étais un peu prédestinée pour faire Flavie, ça veut dire jaune. Donc, ok. Alors, jaune au sens des grèves ou comment ça se passe? Non, j'ai décidé que ça voulait dire doré, je trouve ça un peu plus chic. Ah bah oui, c'est bien. Donc toi, t'avais un prénom prédestiné. Par chance. Voilà. Non, pas par chance, en fait. Et justement, c'est là où se loge l'articulation entre tout ça. C'est que j'ai une compétence en botanique assez poussée qui me vient de ma famille, parce que donc je m'appelle Hortense, mais sinon je devais m'appeler Iris. Donc voilà, ça donne un peu le ton familial. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on a chez nous une forme de culture du lien avec la nature, ce qu'elle nous donne, comment lui rendre, etc., qui était très très fort. Donc moi j'ai une appétence et une connaissance
reconnaissance pour ce produit de la fleur qui est depuis toujours. Et je m'étonnais de ne pas trouver chez les fleuristes des fleurs qui ressemblent en fait à ce qu'on voit dans la nature. Et donc, il y a cette espèce de hiatus un peu bizarre. On voyait des fleurs. En fait, elles sont pas de nos pays. Enfin, tu trouves que les bouquets que tu as chez les fleuristes sont pas celles des jardins français, en gros. En fait, toute l'année chez les fleuristes, tu vas avoir le même assortiment. Tu vas avoir les mêmes variétés, une quinzaine en gros, pas plus. Alors que dans la nature, tu vas voir des centaines et des centaines de variétés et qui changent en fait au fil des saisons. Donc il y avait ce truc où je me suis dit mais c'est quand même étrange, et donc c'est à ce moment-là que, à nouveau par appétence personnelle, je me suis mise à creuser la question de cette filière, et étant déjà une consommatrice AMAP, tout ça, ça m'a évidemment attiré l'œil, et je me suis dit mais c'est quand même complètement délirant que les fleurs, puisque le constat de départ c'est que 9 fleurs sur 10 sont importées de pays en voie de développement comme la Colombie, le Kenya, l'Équateur, etc. Donc t'as des champs, enfin des serres comme pour les légumes et les fruits de fleurs, et on les amène en bateau, en avion. Exactement. En avion, j'imagine. Plutôt. En avion plutôt. Oui, Même si maintenant, en fait, ils ont réussi à mettre en point des traitements, donc des polymères plastiques, qui figent les fleurs pour pouvoir les faire voyager en bateau. Voilà. Donc tu sprays, tu botox les fleurs pour qu'elles tiennent. C'est ça. Exactement. Sympa. Et il y avait vraiment cette problématique où je me suis dit mais c'est pas possible. Et puis en plus il y a évidemment des conséquences sociales et environnementales à tout ça. Un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc il y a quand même un petit sujet sur le carbone. Après il y a un sujet sur les pesticides et les phytosanitaires en général, et il y a un sujet social puisque d'abord les fermes industrielles dans lesquelles ces fleurs sont produites en Éthiopie, au Kenya, c'est des fermes dans lesquelles c'est des femmes qui sont employées ou des enfants payés moins de $100 par mois, qui travaillent dans des conditions à nouveau sanitaires pas terribles. Et le corollaire de ça, c'est qu'en France, jusqu'en 72, il y avait 30 000 exploitations horticoles, et aujourd'hui, il en reste 3 500. Donc on a perdu 9 exploitations sur 10, pendant qu'on importe 9 fleurs sur 10. D'accord, on va reparler de chiffres après, je te recentre juste sur comment tu t'es retrouvé dans le projet. Donc, amour des fleurs, enfin intérêt, tu vois un manque, et du coup, tu montes Fleurs d'ici avec, tu as une associée. Ouais. Toi, tu t'es dit, il faut que je monte quelque chose, ou vous vous êtes rencontrés? Moi, j'aime bien les histoires d'associations. En fait, ça faisait 15 ans que je saoulais tout le monde autour de moi en disant vous verrez un jour, je ferai un truc sur la filière des fleurs. Ça faisait marrer tout le monde parce que c'était pas du tout mon ADN de départ en tout cas. Mon dernier job salarié, j'étais directrice de la communication du sommet mondial pour l'innovation dans l'éducation, le World Innovation Summit for Education, qui regroupe en fait toutes les initiatives mondiales au service de l'innovation dans l'éducation. Et donc c'est un endroit dans lequel j'ai rencontré ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, donc le monde de l'entrepreneuriat social, notamment avec Simplon, par exemple. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, on peut faire coexister la poursuite de l'intérêt général et le profit. C'est pas antinomique, c'est donc cette idée du for good, for profit, parce que moi je viens pas du tout du monde associatif, c'est pas mon ADN. Donc c'est vrai que de découvrir qu'on pouvait faire fonctionner ces deux pans-là et marcher sur ces deux jambes, c'était quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Après, ça s'est fait sur les fleurs, mais je te dirai un mot de ce qu'on s'apprête à faire, parce que c'est justement les fleurs n'étant qu'une première verticale, une première filière qu'on essaye de remettre un peu droit. Et après, comment est-ce que je me suis associée? En fait, ça aussi, si tu veux m'énerver, tu me dis « vous êtes deux copines ?» Non, on n'est pas deux copines. Moi, j'avais commencé à réfléchir au projet. Je suis passée par un programme d'incubation de La Ruche, qui est la communauté des entrepreneurs sociaux. Ouais, on a reçu Sophie, je sais plus si c'est la saison 1 ou la saison 2. J'essaie de retrouver là, mais je mettrai dans le texte. Oui, on l'a reçu, c'était hyper intéressant. Et donc Sophie, je faisais partie des projets sélectionnés, et donc je cherchais une associée parce que moi je sais ce que je sais faire, mais je sais aussi ce que je sais pas faire. Donc moi je suis un bon front. Ce qui est une grande qualité. Je suis un bon front, je suis une bonne commerciale, une bonne communicante. Mais alors par contre la partie back, la structuration, le business model, voilà, tout ça, je suis pas amie avec Excel. Il faut que je te présente ton associé, ou qu'on ne s'associe jamais toutes les deux. Voilà. Et donc voilà, donc c'est vrai que je savais qu'il me fallait quelqu'un qui puisse en gros piloter l'activité, la structurer, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir très vite de l'exposition médiatique, et donc il y a eu un papier qui est paru dans Oui Demain sur le Slow Flower et qui me citait comme la pionnière française. Il a été lu par la personne qui est devenue mon associée, Chloé, et qui à l'époque bossait chez Leroy Merlin au jardin, acheteuse sur le segment du jardin, donc qui connaissait en plus très bien la filière, et qui me dit mais en fait moi j'ai exactement la même idée. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que au lieu de se dire flûte, il y a déjà quelqu'un, j'ai perdu mon tour, concurrence, etc., elle a eu cette idée de venir me voir en me disant le projet il est tellement énorme, en fait je pense que tu peux avoir besoin de quelqu'un, non? Et c'est en fait quelque chose qui a donné le ton très fort à la façon dont on fonctionne, c'est-à-dire un mode ultra collaboratif sur la coopération et pas sur la compétition. Et je pense que c'est quelque chose de très important
importante dans la façon dont on se définit et donc qui donne un modèle d'entreprise très horizontal en fait. Ça, c'est les débuts. Au départ, si je ne m'abuse, il y avait quand même un front B2C assez fort. Vous faites aussi du B2B et tu vas nous parler de la profondeur du projet qu'on voit pas forcément de premier abord, qui est de révolutionner toute la chaîne d'approvisionnement des fleurs en France. Et pas que. Pas que des fleurs. Et pas que des fleurs, d'accord. Alors, j'apprends, décidément, chaque minute, je vais apprendre des choses. Comment vous vous êtes positionné? Parce que, en fait, il y a les choses un peu traditionnelles qu'on voit dans les coins de rue, etc. Depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une vague de bouquets. Après, est-ce que c'est du greenwashing ou les engagements derrière? Je m'avance pas dessus parce que j'ai pas creusé, donc voilà. Mais comment vous vous êtes dit, bah non, on va faire notre trou avec des engagements hyper forts et on va y arriver? Comment vous avez commencé? Vous étiez 2? Ouais. En B2C? Dès le départ, c'était clair pour nous qu'on ferait du B2B majoritairement. Okay. Puisque nous, ce qu'on vend, c'est en fait, bien sûr, un produit durable, mais un produit durable qui est visible. Je m'explique. Dans la façon dont les entreprises gèrent leur patrimoine immobilier, il y a plein de choses hyper importantes qu'ils peuvent faire pour accompagner la transition écologique, notamment changer ses ampoules par des LED, changer ses produits ménagers par du vinaigre blanc, etc., etc. Mieux payer les salariés qui font ces jobs-là. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais c'est pas visible. Enfin, ça se retrouve dans un rapport DD, un rapport RSE que personne ne lit jamais. Voilà. Sauf les gros nerds comme nous. Mais... Voilà, exactement. Mais c'est vrai que sinon, ni l'interne ni l'externe, c'est-à-dire ni leurs salariés, ni leurs collaborateurs, ni leurs partenaires ne savent ces choses-là. Les fleurs, c'est la première chose que vous voyez quand vous entrez dans une entreprise. Il y a l'hôtesse et les fleurs. Ou l'hôte. Non, mais très bon point. L'hôte ou l'hôtesse, exactement, et les fleurs. Ça fait partie de mes petits combats. C'est comme les caissières. Je suis bien d'accord avec toi. Les fleurs, c'est donc un truc qui est ultra visible, et donc nous, on permet à l'entreprise de valoriser ses engagements RSE, puisque les fleurs, elles viennent accompagnées d'un petit cartel qui raconte l'histoire du bouquet et qui raconte justement que c'est des fleurs durables qui ont été produites localement, qui produisent pas de carbone, enfin ou en tout cas très peu, par rapport à leurs cousines éloignées. En plus, c'est peanuts dans les budgets de fonctionnement des entreprises. Hein. Franchement, changer ses fleurs ou pas, enfin, c'est pas chrysogène. Ma question d'après, c'est qu'en fait, pour une entreprise, c'est pas beaucoup plus. Pour un particulier, peut-être que la question du coût se pose plus. Non, alors nous, on est à coût constant. Il faut après que je réexplique du coup le modèle, comment on fonctionne, etc. Mais justement, nous, on prône un commerce plus durable, mais pas en culpabilisant les gens en disant « Tu peux pas payer 2 fois plus cher, dommage, tu vas rester un gros pollueur ». Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est à nous, les entreprises, de faire l'effort d'être au prix. Donc ça veut dire effectivement, nous, on fait une belle marge, mais typiquement un peu comme Veja, on investit absolument 0 € en marketing, en communication, etc. Notre chaîne de valeur, elle est millimétrée et il n'y a pas de place pour les dépenses inutiles, enfin qui nous semblent inutiles, telles que le marketing, la pub, enfin voilà. Non, ma question c'était plus, est-ce que c'est pas plus difficile d'aller sur un marché de particuliers que les entreprises, elles mettent un bouquet au lieu qui coûte, je sais pas... Non, mais il coûte le même prix. Il coûte le même prix qu'un prix de marché. Et on est au prix... c'est ce que je me suis mal exprimée, mais on est au prix de marché, que ce soit en B2C ou en B2B. Donc moi, si je veux m'acheter des fleurs, j'ai reçu des fleurs d'ici il y a pas très longtemps, donc je vais peut-être pas m'en acheter tout de suite, mais je me dis pas, voilà, c'est 10 € de plus, donc j'y vais pas. C'est le même prix. D'accord. Non, c'est le même prix à périmètre constant. C'est-à-dire que nous, les fleurs, elles s'entendent avec le prix de la livraison inclus. Et ça, c'est quelque chose moi, j'ai un très gentil livreur. Et c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on est aussi très engagé pour la défense du métier des livreurs. On dit la livraison, c'est gratuit. Enfin, Amazon, par exemple, dit la livraison, c'est gratuit. Non, la livraison, c'est pas gratuit. Si quelqu'un dit que quelque chose est gratuit, ça veut dire qu'il y a un esclave dans la chaîne quelque part. Donc nous, évidemment, c'est pas ça qu'on prône. On travaille que avec des livreurs qui sont responsables à la fois sur le plan écologique, c'est-à-dire vélo électrique, et sur le plan social, c'est des gens qui ont des contrats de travail et qui gagnent dignement leur vie pour le métier qu'ils font. Néanmoins, malgré tout ça, on est au même prix que nos concurrents qui vont venir vous livrer des fleurs. Bah c'est bien que tu parles de prix, ça me fait ma petite transition vers la partie un peu plus chiffrée. C'est quoi ton ratio en chiffre d'affaires? Parce que du coup, tu as la vente aux particuliers, la vente aux entreprises, et après, tu as toute la chaîne d'approvisionnement dont tu peux dire un mot, comme ça on aura... Après, peut-être qu'il y a une 4e partie que je n'ai pas encore acquise, mais... Sur la partie fleurs, aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en B2B et 20% en B2C. C'est vrai que le B2C, chez nous, on en fait essentiellement pour justement remplir notre mission d'éducation et de plaidoyer. Mais c'est essentiellement la raison pour laquelle on le fait. C'est une activité qui n'est pas du tout au cœur de notre développement et de nos investissements chez Fleurs d'ici. En fait, au-dessus de Fleurs d'ici, il y a une espèce de super structure qui est notre tech, en fait, qui s'appelle WeTradeLocal, wetradelocal.io. C'est notre suite digitale qui nous permet justement,
à coût constant de faire du made in France et même du made in local, du multi-local en fait, à très grande échelle. Je m'explique. Ça veut dire que aujourd'hui, nous, notre travail chez Fleurs d'ici, et c'est pour ça qu'on est une boîte Tech for Good avant tout, les gens nous connaissent, nous disent qu'on est fleuriste, et c'est très bien. Je l'ai pas dit au début, je voulais juste t'énerver pour ça. Nous, on fait essentiellement de la tech et de la logistique chez We Trade Loco et chez Fleurs d'ici. Donc, cette chaîne logistique, en gros, la suite digitale qu'on a créée, elle permet de recréer, enfin, la mission, en gros, qu'on s'est fixée, c'est de recréer un commerce mondial qui soit plus durable. Carrément, c'est genre, en fait, créer une troisième voie entre Amazon d'un côté et tout ce que ça offre, parce que si Amazon n'avait pas de valeur ajoutée dans les services qu'ils offrent, personne n'irait, mais ils ont un positionnement prix qui est bon, ils offrent des services, etc., etc. Bref, bon, après, sur l'impact social et environnemental, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas la panacée. Et d'un autre côté, on a le commerce local qui n'est pas du tout digitalisé, pas du tout connecté, etc. Nous, on essaye de faire marcher ces deux mondes-là ensemble. Et ça marche à partir d'une tech très puissante qui va contre la centralisation du commerce. Jusqu'à aujourd'hui, depuis l'ère industrielle, en fait, on a concentré tous les flux logistiques et toute la production. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des lieux de production, c'est des grosses usines centralisées. Par exemple, pour le lait, il faut des infrastructures massives, etc., etc. On a cette idée de très capitalistique, en fait, de la façon dont la production doit être faite. Et du coup, ça a des impacts. Ça veut dire que derrière, les gens qui font de la production agricole, ils doivent aussi produire des très grandes quantités. Et on peut pas fragmenter, en fait, les sources. C'est un peu technique ce que je suis en train de raconter. Non, du coup, l'articulation avec Fleurs d'ici, c'est que Fleurs d'ici, c'est ton premier bébé d'il y a 5 ans et c'est 3 ans. Il y a 3 ans, pardon. Et c'est un vaisseau amiral, mais du coup, en parallèle, voilà. Vous avez monté ça, mais l'ambition, du coup, je comprends mieux, n'est pas que sur les fleurs, c'est surtout ce qui pousse. Tout ce qui est sur une base de production agricole. En fait, nous, notre ambition, c'est de relocaliser la production agricole et la transformation artisanale en faisant transformer à travers plein de petites unités des produits qui viennent du territoire local. En gros, je m'explique. Fleurs d'ici, comment ça marche? Ça veut dire que tu commandes des fleurs pour être livrées à Bordeaux. Elles vont être produites, elles vont être assemblées par un artisan fleuriste bordelais, quelqu'un qui est, qui contribue au dynamisme des centres-villes, etc., etc., qui a un engagement social, qui joue un rôle dans la ville, à partir de fleurs qui auront été produites dans la région Aquitaine par des producteurs horticoles locaux, ok? Et derrière, distribuées par un coursier en vélo, responsable, tatitata. Ça, c'est le modèle sur la fleur. Mais derrière, tu peux bien imaginer qu'il y a des milliers de filières qui aujourd'hui fonctionnent de travers. Je prends un exemple, la bière par exemple. Tu as aujourd'hui 1600 microbrasseries partout en France, réparties sur tout le territoire français. Parce que t'as ce trend qui vient de Brooklyn, de la bière locale, On est très fort, on est premier pays exportateur de malt, donc de l'orge transformée. Par contre, sur le houblon, on le fait venir d'Inde. C'est quand même un peu débile. Sachant que le houblon, c'est une mauvaise herbe. Ça pousse partout, c'est pas compliqué, ça demande rien d'investissement particulier ni rien. L'idée, c'est de faire exactement la même chose qu'on a fait sur des fleurs, sur d'autres produits derrière. Et ça, c'est possible à partir du moment où t'as une tech qui fait en fait de la supply chain, qui fait de la grosse logistique et qui te permet d'éclater ta production en 1000 endroits pour pouvoir produire un produit de façon consolidée. Et ça, c'est opérationnel? Oui. Et depuis combien de temps? Nous, on a commencé il y a 3 ans, avec tout de suite des investissements. Enfin, nous, notre principale immobilisation, c'est de la tech. Et aujourd'hui, on est en train de faire une deuxième levée de fonds pour justement nous permettre de travailler sur une nouvelle verticale, un nouveau pilote sur une autre filière dans l'année à venir, en 2021. Si on parle un peu investissement, donc déjà la fleur n'était pas ton métier, une passion certainement mais ton métier. Et après, vous avez du coup eu cette ambition de créer supply chain. Comment vous avez trouvé les fonds comme tout le monde, tu vas me dire. Mais est-ce que tu l'as fait financer en 2 fois ou dès le début tu t'es dit moi je veux aller plus loin que Fleurs d'ici et dans ta levée de fonds, c'était le projet, il était posé que tu allais t'inscrire dans la Tech for Good? Alors déjà nous, on a un modèle économique contrairement à beaucoup de gens, on était rentable jour 1. C'est-à-dire qu'on était à l'équilibre jour 1. Après, effectivement, plus on augmente le rythme des investissements, plus on crame du cash tous les mois évidemment. Mais nous, jusqu'à présent, on a toujours trouvé la façon de s'autofinancer. On a fait une première levée assez minime avec des business angels, des family office, Là, on est en train de passer à une autre échelle puisqu'on est à la fois dans une logique de diversification et d'internationalisation. Donc forcément, on peut pas le faire en croissance organique parce que ça va nous prendre un peu trop de temps et qu'en fait, nous, le confinement... Tu n'es pas très patiente. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le confinement et la crise du Covid nous a fait prendre conscience du fait qu'il y avait une urgence à créer un espèce de champion des circuits courts.
Aujourd'hui, il y a plein d'initiatives diverses et variées, notamment dans l'ESS. Il y en a énormément. Je pense à La Ruche qui dit oui, qui a été un des pionniers sur ces questions-là. Mais parce que la plupart de ces acteurs n'ont pas réglé justement la question de la logistique, du transport des produits, etc., etc., personne n'a vraiment acquis une taille industrielle. Nous, c'est notre ambition en fait, c'est de justement proposer un modèle de commerce réellement différenciant, mais qui soit pas contraignant pour personne, c'est-à-dire ni pour les producteurs, ni pour les transformateurs, ni pour le client. Est-ce que tu prends une commission sur la plateforme We Trade Local? Ok. Oui. J'ai une question, c'est pas que de la curiosité, mais comment vous vous êtes formés à la tech l'une et l'autre? Alors pour le coup, la fleur n'était pas votre métier, mais j'allais dire la tech encore moins, et moi ça me semble un monde complètement infranchissable, mais vous vous êtes dit on va y aller, parce qu'en 3 ans c'est très rapide quand même. Justement, je pense que c'est aussi ça qui fait la différence avec pas mal de startups, pour le coup pas dans le for good, mais de startups classiques, c'est que nous on n'est pas fascinés par la tech. La tech est un outil au service du projet. Donc ça, c'est très différent et c'est une façon de raconter l'histoire qui est très différente. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on n'a pas réinventé la roue. Notre premier truc, ça a été de se dire quelle solution existe sur étagère. Donc, notre e-shop, on n'a pas redéveloppé, recodé un e-shop. On a acheté Shopify et ça va très bien. Et on a fonctionné comme ça, en fait. Sur chaque brique de notre système d'information, enfin, de notre ERP, on a acheté des solutions qui existaient déjà. On a mis de l'intelligence entre les briques. Et on a codé, on a développé tout ce qui n'existait pas. C'est pour ça qu'on a été relativement vite. On pourrait se dire, c'est parce qu'on ne sait pas, pour la beauté du genre, ou je sais pas quoi, pour la beauté de l'art, on sait pas laisser entraîner. Et je sais que parmi les ingénieurs de la tech, c'est un peu souvent le travers de vouloir recoder les nouveaux trucs, etc. Et non, nous, on a contrôlé ça de très près en disant non, on va pas réinventer la roue, on va utiliser les solutions qui existent et on va développer, en revanche, les ponts qui manquent entre les différentes briques. Et aujourd'hui, elle est rentable, le site, enfin, la solution. Alors, la solution, elle est pas en soi, il n'y a pas de modèle économique sur cette solution. C'est-à-dire que c'est pas un SaaS, c'est pas un logiciel SaaS. Nous, on est opérateur. Donc en fait, sur Fleur d'ici, on n'équipe pas les fleuristes d'une solution SaaS. C'est pas comme ça que ça marche. C'est nous qui générons l'attraction commerciale grâce à la marque et aux engagements et à la mission, etc., et qui ensuite dispatchons, entre guillemets, les commandes à nos différents partenaires à travers tout le territoire. L'idée sur les autres filières, c'est la même, parce qu'en fait, s'il y avait quelqu'un qui était opérateur de filière en France, moi je lui vendrais avec plaisir la solution We Trade Local, mais ça correspond pas aux besoins des acteurs du marché qui sont aujourd'hui ultra, pardon pour ce mot, silotés, qui sont tous... Le marché est très fragmenté. En fait, personne n'a de vision vraiment écosystémique de la façon dont les filières agricoles fonctionnent. Tu parles d'écosystème, on va pouvoir aller sur le volet plus ESS, même si moi la tech me fascine, mais comme tout ce qu'on maîtrise pas, j'imagine, donc j'avoue faiblement mon attraction pour ce monde magique que je commence à appréhender, mais assez peu. Si on parle de tech for good et de ESS et d'écosystème, fraîchement élu au bord du Move, t'as un porte-parole assez fort, t'as gagné le prix BCG il y a quand même 9 mois, enfin c'est l'hiver... On commence la mission là, avec le BCG. L'hiver dernier, c'est quoi Est-ce que tu as ton ambition pour Fleur d'ici et pour les chaînes d'approvisionnement, mais est-ce que tu as une ambition pour le secteur? Est-ce que tu te définis déjà entrepreneur social? Ah oui, bien sûr. Pour nous, c'est, comme j'ai dit, c'est for good, for profit, mais c'est les deux. C'est pas l'un ou l'autre, ou c'est pas l'un plus que l'autre. C'est vraiment au même niveau. C'est-à-dire que pour nous, l'impact économique est le meilleur indicateur d'impact social et environnemental. C'est-à-dire que plus il y aura de gens qui vont adopter notre solution, plus ça va contribuer à la transformation du marché et donc avoir les impacts sociaux et environnementaux souhaités. Et ton regard, parce que du coup ça fait 3 ans que tu y es, avant t'étais pas du tout du secteur, c'est quoi ton regard sur ce petit sérail qui évolue un peu en ce moment? Eh ben il évolue. J'aime bien faire la réponse, je vais finir par faire un podcast toute seule. Il évolue et c'est tant mieux parce qu'effectivement, je pense que c'est un monde qui était très marqué. Enfin, j'entendais ton podcast avec ces gens de la taille de Asso Connect. Arnaud, pardon. Arnaud de la taille. Ouais. Arnaud de la taille de Asso Connect. Je trouvais que c'était intéressant. Effectivement, c'était jusqu'ici le monde de l'ESS, c'est un monde qui était sous-capitalisé. Ce qui pose la question justement de comment est-ce qu'on peut créer des géants industriels, enfin des gens qui répondent vraiment à des problématiques à très grande échelle, parce que c'est ça dont on a besoin. Je veux dire, l'urgence écologique, elle est là. On n'a pas le temps de se dire « Ah oui, mais moi je vais faire un petit projet dans mon coin ». Non, on n'est pas là pour tricoter. Il faut vraiment offrir les outils et créer les outils pour faire cette transition. Donc nous, c'est ça notre objectif. Et pour répondre à ta question sur ce monde de l'ESS, je pense que c'était très
Il y avait une forme de modestie. En tout cas, on n'était pas à la même échelle que ce qu'on est aujourd'hui. Mais parce que la question du capital était moindre aussi, je pense. Oui, la question du capital était moindre. C'était des structures qui étaient beaucoup associatives, non financées sur de la philanthropie. Nous, on est beaucoup plus dans le... Enfin, je veux dire, on a un pied dans le monde des startups classiques. Alors, j'espère qu'on ne deviendra jamais les pires exemples de ce monde-là. Je pense à WeWork ou autre. Enfin, voilà, j'espère qu'on n'ira jamais dans ce genre de travers. Mais en même temps, voilà, en gardant effectivement toute cette idée de la mission, l'impact, voilà. Tu t'es impliqué au bord du Move, etc. En fait, je pense qu'il y a un sujet qui est plus capital. Et après, on est dans un secteur où il y a un peu plus d'ego aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des fusions, etc., qui opèrent moins parce que les fondateurs restent longtemps et sont parfois DG. Enfin, peut-être plus que dans un bon point. C'est un bon point, ouais. Oui, toi-même, tu sais, et moi-même, je sais. Mais c'est ma question un peu nerd, mais est-ce que tu as l'impression qu'au niveau juridique ou structuratif, etc., il y a un manque ou un problème? Qu'est-ce que tu changerais? C'est vrai que jusqu'à présent... C'était une baguette magique. Je te la donne. Si j'avais une baguette magique, je changerais la façon dont les fonds d'investissement classiques, entre guillemets, regardent ce secteur. Toi, t'as eu du mal? Oui. Alors déjà, l'ESS est mal perçu parce que justement, quand on dit qu'on est ESS, ça donne l'idée que c'est un petit projet. Alors que nous, clairement, c'est pas un petit projet. Ça donne l'idée qu'on n'a pas de modèle économique, qu'on repose sur des fonds publics, de la philanthropie, etc., etc. Donc en fait, qu'on ne sait pas structurer un modèle rentable, voilà, avec les bons équilibres et tout ça. Du coup, oui, je pense que c'est un peu le problème. Ok, merci. On arrive au bout. Il y a des questions à la fin. Je sais pas si t'as écouté les podcasts jusqu'au bout, mais voilà, il y a 5 questions que je vais te poser. Il faut y répondre rapidement et en une seule phrase. Enfin, ou un seul mot. Ouais, tu vas voir, tu peux y arriver. Quelle est la raison d'être de Fleur d'ici? Offrir un nouveau commerce mondial. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre? Alors, je crois pas, en fait, ça va prendre un peu plus qu'un mot. Je crois pas vraiment au pouvoir des politiques. Okay. Voilà, donc, mais si je devais en choisir, plaisir. si je devais en choisir un, ce serait le patron de l'OMC. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Alors, en tant qu'administratrice des Moves, je n'ai pas le choix que de répondre à quelque chose autour de l'éco-conditionnalité, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas une taxe à inventer ou à supprimer, mais c'est plutôt une façon dont on attribue les avantages fiscaux aux uns et aux autres et de les conditionner aux engagements des entreprises qui en bénéficient sur leurs engagements sociaux et environnementaux. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être? Pourquoi le CAC 40 ? Pourquoi pas le Nasdaq ou pourquoi pas c'est la question historique C'est vrai qu'on m'a jamais posé la question. Je ne sais même plus comment cette question est venue. C'est la question historique depuis 2 ans de changer la norme. Je crois que c'est parce qu'au départ, on opposait dans mon intro le CAC 40 avec le CAC ESS. Ouais. J'imagine que on peut dire Emmanuel Faber, on peut dire Jean-Dominique Sénard, qui est le nouveau patron de chez Renault, qui est un patron très engagé pour justement que ses salariés s'engagent dans des assos ou dans la société. Mais bon, voilà, nous, notre idée, c'est justement de sortir un peu de cet ordre un peu vieillissant, peut-être, que peut représenter la vieille économie. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? Alors, j'imagine qu'il est de bon ton de dire que nous sommes incorruptibles. Mais non, on a eu des sommes. Raphaël en était moi, on a eu des sommes. Mais comme moi, j'aime bien imaginer qu'on incarne une forme de pragmatisme, je dirais c'est la somme qui permettrait de mettre définitivement derrière nous la question du réchauffement climatique. Merci beaucoup, Hortense. Merci, Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.